D'abord, une toute petite définition de qu'est-ce que c'est que le langage. C'est un système de symboles arbitraires mais conventionnels. Tous les mots sont importants là parce que le mot arbitraire, eh bien, c'est ce qui rend compte des différentes langues. Le langage peut prendre donc différentes formes selon le type d'arbitraire qui est choisi à droite ou à gauche dans telle ou telle communauté. Et c'est aussi très important d'imaginer, même si je ne vais parler que du langage oral, pour faire plus rapide aujourd'hui, bien sûr, que le langage n'est pas forcément que oral. On va parler aussi du langage écrit, mais vous savez que le langage peut prendre toutes sortes de formes. Le langage signé, dans les communautés sourdes et non-entendantes, le langage sifflé dans certaines montagnes, vous savez qu'on siffle, etc. Donc évidemment, ce n'est pas le plus courant, et on va se contenter du langage oral. Alors, ce système, non seulement c'est des symboles arbitraires, mais pour que ces symboles arbitraires permettent la communication, il faut qu'ils soient suffisamment conventionnels, qu'on se mette d'accord, qu'il y ait une convention dans une communauté pour qu'on partage évidemment les mêmes symboles arbitraires, sinon on ne pourrait pas communiquer et se comprendre. Ce système du langage permet deux choses différentes en fait. Premièrement, ce que j'ai appelé la mise en forme, avec des guillemets, je ne savais pas comment appeler ça, de la pensée. Le fait on peut avoir un langage intérieur qui va permettre d'organiser et de mémoriser sa pensée. Et puis une deuxième chose, c'est la communication interpersonnelle, sociale, interrelationnelle. Alors cette fonction de communication qui est absolument fondamentale dans les sociétés humaines, elle a deux versants. Le versant comprendre, j'écoute ce que vous me dites et je comprends ce que vous me dites, et la fonction d'expression, je m'exprime et je parle. Vous voyez que ce sont donc ces versants, on dit afférents et efférents, c'est donc des fonctions d'échange. Si ça va que dans un sens, évidemment, ça ne marche pas non plus. Et ces fonctions d'échange, eh bien, elles ne sont pas complètement indissociables l'une de l'autre, c'est-à-dire que le second versant, l'expression, est dépendant du premier. Je ne peux apprendre à parler que si j'ai d'abord acquis la compréhension du langage. Ce que je suis en train de dire de façon simple, c'est qu'il n'y a pas de bilan de ce que dit l'enfant presque tout le temps, c'est ça qui fait consulter. Il ne parle pas, il ne dit pas ce qu'on attend pour son âge. Mais si on fait uniquement un bilan de ce que l'enfant dit, comment il parle pas, comment il parle mal, on n'a pas beaucoup d'éléments. La première des choses pour évaluer, pour interpréter le comment l'enfant parle mal ou parle tard ou parle bizarrement, le premier élément, c'est qu'est-ce qu'il comprend. C'est évidemment la première partie de tout le bilan de langage. Alors, un petit mot sur la langue, je vais vous dire pourquoi. Non pas du tout parce que vous voulez faire de la linguistique, mais toujours en rapport avec comment ça fonctionne, les fonctions linguistiques au niveau cérébral, et donc comment ça peut dysfonctionner quand il y a un problème, bien sûr. Il y a plusieurs éléments au sein d'une langue, de toutes les langues orales, toutes les langues écrites, toutes les langues, je ne sais pas quoi. Il y a d'abord ce qu'on appelle les sons de la langue. Les petites briques, ce que j'ai dit tout à l'heure, b, p, r, l, qui ne sont pas les mêmes évidemment dans toutes les langues. Il y a des langues où vous avez plusieurs sortes de r, et puis il y a des langues comme en français, vous avez une sorte de r. Que je dise rose, rose ou rose, c'est toujours le même mot, ou la même fleur. Mais dans un certain nombre de langues, vous savez que ça change tout. Donc ces sons sont propres à chaque langue, c'est les petites briques qui n'ont pas de signification, qu'on va combiner de moult façons et qui vont permettre de faire, selon la combinaison, des mots différents. Si je dis des ou des, vous voyez bien qu'en français, j'ai induit une différence de sens. Par contre, que je dise jaune ou jaune, je n'ai pas induit de différence de sens. Donc il y a des discriminations, on dit des contrastes phonologiques, des sons qui ont l'air de se ressembler. Certains se ressemblent, et finalement, qu'on les dise comme ci ou qu'on les dise comme ça ne change pas le sens dans telle ou telle langue. Et au contraire, quelquefois, de très fines nuances modifient la signification. C'est donc la phonologie,
répertoire de sons et de distinctions fines qui sont propres à chaque langue orale. Donc, dans chaque langue, on a son petit répertoire fini de sons qui sont valides dans telle ou telle langue, évidemment, ça dépend. Hein, je n'ai pas les mêmes sons valides si je suis polonaise ou française ou japonaise. J'ai mon petit répertoire de sons et je les combine de telle ou telle façon pour faire les mots de la langue. C'est ce qu'on appelle le lexique ou le vocabulaire, si vous préférez. Vous voyez bien aussi qu'il peut y avoir là quelques difficultés, les mots étant porteurs de différentes significations. C'est pas évident, c'est pas un mot, un sens. Les mots de la langue eux-mêmes, vous voyez, vous avez une espèce d'organisation en poupée russe, hein, c'est ça que je veux vous faire saisir, hein, dans toutes les langues du monde. Ces mots eux-mêmes doivent être organisés pour faire une phrase. Si je dis plafond, bas, oui, non, sera, c'est tous des mots qui existent, mais enfin ça ne fait pas une phrase, hein, ça ne veut rien dire du tout. Donc il faut une syntaxe ou une grammaire qui permet de construire des phrases qui vont avoir une signification particulière. Et en français, par exemple, quelque chose de très important, c'est l'ordre des mots. Pierre bat Paul ou Paul bat Pierre, ben vous voyez que c'est pas le même qui prend les coups quand même. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle les petits mots fonctions, du, pour, chez, alors, donc, etc. Et là, j'ai donné un exemple, il parle de papa ou il parle à papa, ben évidemment, c'est pas du tout la même signification. Mais pas du tout, ça ne veut pas dire la même chose, ces deux phrases-là. Il y a une des deux phrases où il faut que le papa soit présent. Si je parle à papa, il faut quand même qu'il soit là. Si je parle de papa, c'est pas du tout obligé qu'il soit là. Même peut-être que c'est mieux s'il n'est pas là. Donc ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc vous voyez que cette syntaxe, elle induit aussi, c'est aussi une forme de combinatoire particulière des mots entre eux, qui induit des différences de signification. Et puis c'est pas tout. Donc ces significations, il faut apprendre à les construire, aussi bien au niveau des mots qu'au niveau des phrases qu'au niveau d'un récit. Si je dis l'orage est terminé, mais il fait très chaud dans la pièce, et qu'est-ce que je vais dire, il est 10h20, vous voyez bien que ça ne fait pas un récit. Il ne suffit pas là non plus d'avoir une suite de phrases pour que ça fasse un récit. Donc la construction du sens, elle tient à l'ensemble de tous ces éléments, la phonologie, le lexique, la syntaxe. Elle se construit, par exemple, là pour un mot, c'est la construction du sens pour le mot marteau, c'est vraiment une illustration un peu minimaliste. Elle se construit à partir c'est ça que je voulais vous faire saisir, à partir d'un ensemble multimodal d'informations, ça veut dire de plein de modalités. On entend, on voit, on expérimente dans différentes circonstances. Et donc, on construit la signification d'un mot ou d'une suite de mots ou d'un certain nombre de phrases. Et puis, il y a encore une dernière chose, c'est ce qu'on appelle l'efficacité de la communication ou la pragmatique. C'est comment j'utilise tout ce savoir sur les sons, les mots, la syntaxe, etc., pour communiquer de façon efficace. Vous voyez bien que cette communication, cette efficacité, elle dépend de la situation de communication. Je ne peux pas dire la même chose à quelqu'un que je rencontre dans la rue que je n'ai jamais vu, à vous qui êtes venu là, on est dans une relation particulière au cours de cette formation, ou à ma fille au cours du repas du dimanche. Donc par exemple, si je dis vous ne trouvez pas qu'il fait frais, eh bien ça peut avoir une signification différente. Si je vous parle ici maintenant, et peut-être que ça veut dire ça serait bien de fermer la fenêtre parce qu'il fait froid dehors, ou peut-être si je dis à ma fille tu trouves pas qu'il fait frais là, ça peut peut-être lui dire passe-moi ton, elle va comprendre qu'il faut qu'elle me passe son pull. Donc vous voyez que la compréhension en situation, elle tient à beaucoup d'éléments dans le langage. Et figurez-vous que l'ensemble de ces éléments qu'on retrouve dans toutes les langues humaines, indépendamment donc de leur variété. Hein, on dit que la variété des langues humaines, elle tient à leur forme de surface, c'est-à-dire à ce qu'on entend.
Évidemment, il y a des tas de pays où on dit les choses différemment. Si je suis française, je vais appeler ça un gobelet. Peut-être que si je suis un enfant, que je ne sais pas que c'est un gobelet, je vais dire un verre avec du plastique. Et peut-être que si je suis évidemment d'une autre langue, je ne sais pas, je connais très très bien, on va dire, le baou-baou, je vais dire c'est un trashminou ou un sirvalu, dans une autre langue très connue aussi. On s'en fiche, ça c'est... Mais il faut se mettre d'accord sur ce que veulent dire ces symboles. Ça, c'est la forme de surface. Le fond de l'affaire, il est là. Dans toutes les langues du monde, on a cette architecture qui correspond en fait à l'architecture cérébrale parce que partout, les humains ont inventé des langues qui correspondent à l'architecture du cerveau humain. Et je suis en train de vous dire donc qu'au sein des réseaux de neurones, des très larges réseaux de neurones spécifiquement dédiés au langage, on va trouver 3 et 2, 5 sous-systèmes, sous-réseaux, évidemment très massivement interconnectés. Hein, vous ne les imaginez pas indépendants les uns des autres, pas du tout. Ils sont comme les morceaux d'un puzzle qui sont interdépendants, mais ils sont quand même repérables chez chacun d'entre nous. C'est très important ce que je vous dis là, parce que vous voyez qu'il n'y a pas besoin maintenant de faire des choses très compliquées pour comprendre que des enfants qui auraient des difficultés dans l'un ou l'autre de n'importe lequel de ces sous-systèmes, ou dans l'un et l'autre de n'importe lequel de ces sous-systèmes, ou dans tous, dans plusieurs, ou dans quelques-uns de ces sous-systèmes, auraient donc des troubles structurels du développement langagier, et bien sûr développeraient des dysphasies qui se présenteraient de façon différente cliniquement, qui auraient une allure clinique avec des symptômes différents. Jusque-là, ça va? Voilà. Alors, ne confondons pas évidemment le langage et la parole. Hein. La parole, c'est la fonction uniquement de sonorisation du langage. Si demain, on me coupe la langue, je n'ai plus de parole. Hein, ou si on m'enlève le larynx, je n'ai plus de parole, mais j'ai toujours un langage. Je peux comprendre et je peux communiquer, mais pas oralement. Donc ne mélangeons pas, quand un enfant parle mal, ça peut être très difficile de savoir si c'est sa parole qui fait qu'on ne le comprend pas, et ça peut être plus compliqué d'examiner son langage derrière cette parole déformée. Mais bien sûr, ça n'a pas du tout la même signification quand il y a un trouble de parole ou quand il y a un trouble de langage. Est-ce que c'est très très clair? La parole résulte des organes de la motricité bucco-phonatoire. Le langage, c'est du conceptuel. Donc ne pas confondre les deux, ne pas confondre un enfant qui peut avoir quelquefois une parole non seulement très déformée, mais il y a même des enfants sans parole qui pendant tout un temps de leur évolution ne peuvent quasiment rien dire et qui développent un langage. Alors sur le plan développemental, les préalables au langage, évidemment, c'est d'abord ce dont vient de vous parler Pierre, la cognition sociale. Hein, c'est en cela où on vous a dit la cognition sociale, c'est le germe qui va permettre que les autres fonctions cognitives se développent. C'est le langage ne peut se développer qu'en interaction avec d'autres humains. Donc la préférence néonatale pour le visage humain, le début du sourire-réponse, l'attention conjointe dont on vient de vous parler, regarder ensemble, non pas se regarder, mais que l'enfant comprenne que ce que je regarde est intéressant pour lui. Il faut qu'il porte attention, non pas à mon visage, non pas à mon doigt, mais à ce que je regarde ou à ce que je désigne du doigt. C'est un moment fondamental pour l'apprentissage du langage, puisqu'il va comprendre que si je dis biberon, c'est ce que mon regard désigne et que son regard désigne. C'est parce que notre regard converge sur le biberon au moment où je dis « il veut le biberon, et qui c'est qui va boire son biberon ?» Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette convergence sur l'objet en même temps qui fait que l'enfant va comprendre
que cette suite de sons biberon, qui dira comme il pourra, bibon, pas boba, bon, n'importe comment, mais il va d'abord comprendre que cette suite de sons réfère à cet objet, puis au concept. C'est pas seulement un objet, c'est un truc qui est intéressant quand il est plein, qu'il est tiède, voyez, que la tétine est bien vissée, que ça ne fuit pas de partout et que c'est prêt à l'emploi. Hein, et il y a même un certain nombre d'enfants qui comprennent que le concept est prêt quand le micro-ondes fait tut-tut, parce que c'est bien associé. Et donc c'est la désignation qui arrive un peu plus tard, mais qui est du même ordre que l'attention conjointe. Donc ça, c'est les racines. Et vous voyez que là, on n'est pas encore dans ni de la parole, ni du langage, on est bien avant que l'enfant dise les premiers mots. Donc, l'apprentissage du langage c'est pas où tout est inné, ou tout est appris. C'est exactement ce qu'on a dit dans l'introduction. C'est les deux. Il me faut et une boîte à outils pour interagir avec mon environnement, et un environnement. S'il n'y a pas d'environnement qui parle autour de moi, et qui parle dans certaines conditions de relation avec moi, ça ne va pas le faire. Donc pour acquérir une langue, il faut des compétences sociales dont Pierre vient de vous parler. Et il faut des compétences spécifiquement linguistiques, une boîte à outils dont dispose l'enfant, et il faut un environnement linguistique. Et bien sûr, entre les deux, ce qui fait le lien et les échanges, c'est le fait que cette boîte à outils, c'est elle qui permet d'analyser ces sons de langage qui sont autour de l'enfant et qui sont adressés à l'enfant. Alors, je vais vous donner 2 exemples. J'ai choisi ces 2 exemples-là parce que je les trouve très parlants, c'est le cas de dire, on va dire très prégnants plutôt, alors, en ce qui concerne le langage. En quoi consistent ces outils, ces boîtes à outils, hein, de quels outils disposent finalement pour illustrer qu'est-ce que c'est que ces boîtes à outils dont on vous parle depuis tout à l'heure. Alors, premièrement, il faut comprendre que quand vous entendez une langue que vous ne comprenez pas encore, imaginez-vous dans un pays étranger dont vous ne maîtrisez absolument pas la langue. Vous arrivez au Japon et vous ne connaissez pas le japonais. Bon, ça peut arriver. Beaucoup d'entre vous, je le sais, maîtrisent parfaitement le japonais, mais enfin peut-être pas tout le monde. Vous savez que quand vous entendez parler une langue que vous ne maîtrisez pas, vous avez l'impression que les gens parlent très vite. Et le mieux, c'est même encore quand vous allez dans un pays dont vous maîtrisez partiellement la langue. C'est mon cas, par exemple, en anglais. Je maîtrise un petit peu, alors très petit peu. Donc, quand on me parle anglais, eh bien, les gens parlent trop vite. Qu'est-ce qui se passe? J'entends un flux continu de plein de sons, et dans ce flux continu de paroles, je n'arrive pas à extraire, on dit à segmenter, voyez, les mots que peut-être je comprendrais si on me les disait isolément. Mais là, ils sont noyés dans le flux. Le bébé qui arrive, il pointe son petit nez, il nous entend parler, c'est exactement ce qui lui arrive. Il entend ce flux continu de paroles, parce que quand vous parlez, surtout si c'est moi qui parle, vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de blanc entre les mots. C'est pas comme quand on écrit. Et donc, les bébés disposent, dans leur boîte à outils, tous les bébés du monde entier, tous les bébés humains, d'une sorte de ciseau à découper ce flux de paroles pour extraire des éléments plus courts, des petits bouts qu'on va appeler des mots, et auxquels ils pourront attribuer du sens. Je vous donne un exemple, on appelle ça le mamalais. Comment ils font? Eh bien, il faut qu'on les aide un petit peu. Ils s'aident des intonations et de la musicalité de chaque langue. Chaque langue a une musicalité particulière, et on met des accents toniques sur telle ou telle syllabe, sur telle ou telle partie de la phrase, au début ou à la fin, ou ceci ou cela. Et c'est cette structure rythmique et intonative qui permet aux enfants de découper ce flux de paroles. Et figurez-vous que dans toutes les langues du monde, on va appeler ça le parler mama, on a appelé ça le mamalais, vous voyez, le parler des mamas, le parler des nourrices. Dans toutes les langues du monde, quand les adultes s'adressent à des tout petits bébés, ils exagèrent les intonations, la rythmicité, etc. Il y a une façon particulière de parler au bébé. Ah mignon bébé, ah non, non, nanana, et vous exagérez, et même, vous savez qu'on est capable de savoir, à cause de ces intonations particulières, si quelqu'un à côté de vous, dans la pièce à côté, j'entends quelqu'un qui parle, je sais si c'est quelqu'un qui parle à un bébé
à cause de ses intonations. Donc, le bébé, il est muni de ce ciseau particulier qui lui permet d'extraire, d'utiliser cette rhythmicité et ces intonations, mais l'environnement aggrave, accentue, voilà, c'est le mot que je cherchais, accentue, augmente ses intonations, c'est ce qu'on appelle le mamalais. Et vous savez aussi que même les enfants, à partir de 6-7 ans, quand ils s'adressent à un bébé, ils ont cette façon très particulière de parler. Deuxième outil, donc là, le bébé arrive avec ce ciseau. Un autre outil dont je vous ai déjà parlé, c'est le fait de distinguer des sons très proches. Et figurez-vous que ce ne sont pas les oreilles qui distinguent les sons très proches, c'est le cerveau. Vous savez bien, quand vous allez à l'étranger, vous allez au Japon et vous dites comment est-ce qu'on dit merci au Japon. Alors on vous dit comment on dit merci en japonais, vous essayez de répéter. Vous savez très bien que vous avez généralement très peu de succès, vous ne répétez pas bien. Pourquoi? Vos oreilles ne sont pas ni mieux ni plus mal quand vous êtes au Japon que quand vous êtes en France. Donc ce n'est pas vos oreilles qui ne vont pas, c'est que vous n'entendez pas, vous n'êtes pas capable de répéter certains sons que vous n'entendez pas finement, que vous n'entendez pas du tout. Alors comment c'est possible? Eh bien, c'est possible à cause de ce jeu dont je vais vous parler maintenant. Les bébés, en fait, arrivent avec un outil particulier pour discriminer tous les sons de toutes les langues que l'on connaît. Voilà. Je vous ai dit, les bébés, ils arrivent avec la discrimination entre bas et pas, mais j'aurais pu vous dire, ils arrivent avec la discrimination entre les 3 re qui existent dans les langues arabes, et que je ne sais pas vous faire puisque je ne les entends pas. Moi, j'en entends qu'un. J'entends le re et le re, comme en espagnol. Bon, il paraît qu'il y en a d'autres, je ne sais pas, je ne les entends pas. Mais les bébés à la naissance arrivent avec cette capacité à discriminer tous les sons de toutes les langues. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous avez autre chose. Vous avez, par exemple, en hindi, vous avez 2 sortes de te. Évidemment que je ne peux pas vous faire, puisqu'en français et en anglais, nous n'avons qu'un seul te. Donc là, il y en a un qui est marqué par la petite minuscule et l'autre par la grande majuscule. Eh bien, vous voyez qu'à la naissance, les bébés anglais, qui eux ne disposent comme nous que d'un seul te, on va dire celui avec la minuscule, vous êtes d'accord? Eh bien, ils entendent, vous voyez, là, c'est 100% de la discrimination des 2 te. Ça veut dire que quand ils entendent celui-là et quand on leur fait entendre celui-là, ils trouvent que c'est du nouveau. Ils entendent bien différemment les deux. Hein? À 100% à la naissance, encore à 90% à 6-8 mois. Et puis regardez le bébé anglais de 8 mois, il n'entend plus que, il n'y a plus que 80% des bébés anglais de 8 mois qui entendent ce contraste. Et puis regardez brusquement la chute, à 10-12 mois, il n'y a plus que 20% des bébés anglais qui discriminent, qui entendent cette différence entre les 2 te, et vous voyez que très rapidement, ça va tomber à 0. Vous voyez que les bébés hindis, eux, qui entendent cette discrimination dans leur langue, ils entendent les 2 te, eh bien, ils ne perdent pas cette capacité à discriminer les 2 te. Donc, dans ce domaine particulier, je trouve que c'est très intéressant. Se développer, ce n'est pas avoir plus de connaissances, ce n'est pas acquérir d'autres connaissances. Au contraire, les enfants arrivent avec des compétences extensives dans ce domaine. Et se développer, ça va être au contraire se spécialiser uniquement dans les discriminations pertinentes dans sa propre langue maternelle. C'est-à-dire, ils vont perdre des compétences extensives et ils vont devenir par contre de plus en plus compétents dans leur propre langue. Et vous voyez que se développer, c'est pas forcément toujours plus, ça peut être plus pertinent pour être plus adapté dans son environnement. Donc les discriminations et les sons que les bébés n'entendent pas dans leur langue maternelle, ils vont perdre la capacité, ils vont la perdre sur le plan neurologique. C'est-à-dire que les neurones et les connexions dont vous a parlé, la connectivité dont vous a parlé Pierre, cette connectivité va perdre d'abord en force, elle va être de moins en moins forte, ces connexions elles vont être de moins en moins fortes, et puis petit à petit, il va y avoir des neurones qui vont disparaître, on parle de mort neuronale, il va y avoir des interconnexions entre neurones qui vont disparaître et qui vont se réorganiser autrement.
Et au contraire, bien entendu, les sons qui existent dans sa propre langue vont être à l'origine de réseaux de neurones de plus en plus forts et de plus en plus efficaces. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Je trouve que ça donne l'idée aussi du développement, pas seulement en on se développe de plus en plus, avec plus de plus en plus. On se développe pour être de plus en plus adapté dans son environnement et en interaction étroite avec son environnement. Et c'est à ça qu'elles servent les boîtes à outils, entre guillemets, génétiquement programmées, à être adaptées à son environnement. Alors là, j'ai un petit peu honte, tellement c'est peu de choses, si vous voulez. Vous trouverez partout ces grandes étapes du développement du langage et de façon beaucoup plus détaillée. Simplement, ce que j'ai voulu marquer ici, dans cette diapo, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'abord de s'intéresser à ce que comprend l'enfant. Qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce qu'il comprend? Parce que vous avez des enfants qui comprennent parfaitement et qui s'expriment mal, ils ont des difficultés sur les voies de l'expression, mais vous avez des enfants qui s'expriment mal parce qu'ils comprennent mal. Et donc évidemment, ce n'est pas l'intérêt dans toute cette affaire, ce n'est pas tellement de mettre des noms savants sur tel ou tel type de trouble, c'est surtout de comprendre quelle est la racine du trouble, parce que ça va donner lieu à des actions de remédiation tout à fait différentes, bien entendu. Alors juste une petite expérience pour vous amuser, je vous explique. Là, on essaye d'apprendre du chinois à des bébés anglais. Alors, vous voyez, on le fait en deux situations. Une situation dite normale, c'est-à-dire en interaction avec un adulte chinois natif, c'est-à-dire dont c'est la langue maternelle, voilà. Et puis, via un média audiovisuel. Je ne sais pas si vous voyez, mais le bébé, il est passionné, donc il regarde vraiment bien ce qui se passe sur le média. Il est là, le bébé, il est vraiment passionné. Et puis après, on teste la sensibilité du bébé au son de la langue qu'on a voulu lui apprendre. Eh bien, ça c'est quand même réconfortant. On se rend compte que seuls les bébés qui ont appris le chinois avec une personne dont la langue maternelle est le chinois, c'est-à-dire en live en fait, eh ben c'est ceux-là qui ont les meilleurs résultats pour discriminer les sons de chinois, c'est-à-dire qu'on réellement appris quelque chose de la phonologie et des sons du chinois. Alors, un tout petit mot évidemment avec ces quelques notions-là sur finalement, alors qu'est-ce que ça nous apprend de comprendre le développement et de comprendre ce fonctionnement normal et le développement normal du langage sur le plan neuropsychologique chez l'enfant. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les troubles? Eh bien, ça nous apprend une première chose, que quand l'enfant parle tard, parle peu, parle mal, ce qui, en général, c'est ça qui amène en consultation, eh bien, il peut y avoir 1000 raisons à cette affaire-là. On ne peut pas dire il ne parle pas bien, donc il est dysphasique. Ça, c'est une première chose. Bien sûr, il y a des réseaux de neurones, on l'a dit, qui se développent petit à petit en interaction avec l'environnement et qui sont le support du développement du langage, mais ces réseaux de neurones sont massivement interconnectés avec tous les autres et bien entendu, l'environnement psychosocial, c'est important, les compétences relationnelles et la cognition sociale dont vous a parlé Pierre, c'est important. Bien sûr, entendre les capacités auditives, c'est important, et les capacités d'accès aux symboles, puisqu'on a dit que c'est des symboles conventionnels, le langage également. Alors, d'autre part, quand on appellera uniquement dysphasie, évidemment, il y en a plusieurs sortes, là j'ai eu un grand tort de ne pas mettre un S à dysphasie, donc dysphasie réfère à un trouble du développement du langage oral que l'on peut rapporter à un dysfonctionnement d'un système ou d'un sous-système spécifiquement dédié au développement du langage oral. Ok ? Alors, simplement pour vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, c'est vrai, c'est pas une idée, qu'il y a des sous-systèmes, j'ai parlé de 5 sous-systèmes dédiés au langage oral, et je vais vous montrer que non seulement ces sous-systèmes, c'est pas une idée, ils traitent, chacun de ces sous-systèmes traite des informations différentes, y applique des traitements différents, et se développe d'une façon différente. Le système de la phonologie, les petits sons, les petites briques
de la langue. Donc il traite tout ce qu'on appelle des éléments infralexicaux, c'est-à-dire en dessous du mot, des petits éléments qui n'ont pas de sens. Bas, bu, ru, ri, ma, clou, cla, cri, cli, clan, clin. Vous voyez, avec tout ça, je vais faire des mots. C'est très important, ces petits éléments qui n'ont pas de sens. C'est aussi, on va en parler dans 5 minutes, le soubassement, le fondement de l'apprentissage de l'écrit. Donc, c'est pas rien. Ça fait ces réseaux de neurones qui supportent ce type d'information. Il applique un type de traitement particulier. Hein, on combine ces petits machins-là, ces petites briques, dira, radis. Elle est belle la vie. Hein, on a dit matelot, matelas. Je n'ai pas choisi tout à fait les mêmes briques, etc. Et comment est-ce que ça se développe? J'ai dit, d'emblée, les bébés, ils ont une capacité extensive à discriminer tous ces sons-là. Et petit à petit, se développer, ça va être sélectionner les éléments les plus pertinents. Au contraire, le lexique, c'est apprendre les mots. Que ça veut dire biberon. Enfin, vous suivez toujours l'idée, bien sûr, hein, ou, si c'est un bébé, mais enfin, on peut dire que c'est un verre aussi, bien sûr, ou un gobelet. Eh bien, il va falloir que l'enfant traite l'ensemble du mot, qu'il y accorde du sens. C'est le truc qui est intéressant quand il y a du truc blanc dedans, c'est intéressant quand j'ai faim, c'est tiède, c'est bon, voilà. Et ça va s'inscrire dans des réseaux de mémoire particuliers dont on va vous parler cet après-midi. On appelle ça les réseaux lexicaux. Jusque-là, on ne fait pas preuve d'une grande originalité. La syntaxe, la grammaire, figurez-vous que c'est tout à fait autre chose qui est traité par ces réseaux-là. C'est ce qu'on appelle des règles, des invariants. Et les traitements qui sont faits sont des traitements de type calcul. L'enfant, il calcule les règles. Ah bah oui, comment il fait? Ben, je vais vous expliquer. Quand vous entendez un petit qui vous dit « Il m'a prendu par la capuche », il n'a jamais entendu dire ça. Donc, il n'a pas mémorisé quelque chose. On n'est pas du tout dans des réseaux mnésiques. Il n'est pas en train de répéter quelque chose qu'il a mémorisé. Et la reine, elle dit ça. Il n'a jamais entendu ça. C'est lui qui, sur les milliers d'énoncés qu'il a déjà entendus dans sa vie, va extraire les règles de ces énoncés, implicitement. Hein, on ne lui a pas dit, tu sais, ça, c'est un verbe du premier groupe, gna 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 gna, pas du tout. Et il va faire des calculs de fréquence. Qu'est-ce qui est le plus probable? Eh bien, en français, le plus probable, c'est que les verbes soient du premier groupe et donc que le passé simple se fasse en A. Il mangea, il disa. On est bien parti, voyez? Et donc, ça s'appelle les processus de développement, c'est l'extraction des invariants sur des règles statistiques. Hein, Stanislas Dehaene a parlé de bébés statisticiens, hein, c'est-à-dire qui extraient des invariances de ce type. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer que c'est les modules, c'est pas une idée de l'esprit. On sait comment ils fonctionnent et ils ne se développent pas de la même façon, etc. Donc, ils peuvent être atteints soit tous ensemble, dans certains... Voilà, ils dysfonctionnent. Les boîtes à outils du bébé, elles sont un peu pas nickel chrome dans tous les domaines, c'est un peu... Hein. Ou bien, c'est une sous-boîte à outils particulière dans un sous-système qui dysfonctionne et ça donne tel ou tel type de dysphasie particulière. Et là, donc, je vous ai montré, c'est aussi pour vous illustrer. Là, vous avez 3 types de dysphasie qui s'appellent les dysphasies d'expression. Ça n'a pas d'importance. Hein. L'important, c'est le principe hein, de base. Donc ça, c'est leur nom. Elles ont des noms différents. Et vous voyez que selon l'atteinte du sous-système phonologie, du sous-système lexique ou du sous-système syntaxe, elles diffèrent par des atteintes différentes de chacun de ces sous-systèmes. Et donc c'est important, non pas pour mettre des grands mots dans les dossiers, mais pour comprendre, pour essayer, on ne comprend jamais parfaitement, pour essayer d'approcher la compréhension de comment cet enfant fonctionne et dysfonctionne, qu'est-ce qui le gêne, à quoi il a accès, à quoi il n'a pas accès, à quoi il a difficilement accès, de façon à lui fournir les aides les plus appropriées. Le langage, nous dit Vygotsky, c'est un grand psychologue hein, contemporain de Piaget. Le langage est un processus dynamique de transformation de la pensée en mots. Cette définition, qui est une définition simple et formidablement complexe, elle dit déjà que penser
et langage sont deux choses différentes. La pensée, c'est la racine de l'affaire, et le langage, c'est ce qui mouline la pensée, si vous permettez l'expression, pour la rendre communicable ou pour qu'on puisse travailler dessus et l'organiser. Les jeunes dysphasiques ne peuvent pas traduire en mots ou en phrases, en langage oral, une pensée qui est souvent pourtant intacte. Comme en font preuve souvent ces enfants dans leur capacité à résoudre des problèmes au sens large du terme, à condition qu'ils soient présentés sous une forme non linguistique, non verbale. Des problèmes de labyrinthe, de cube, vous voyez, tout ce que vous voulez. Il existe une pensée abstraite non verbale. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce qu'on a quelquefois tendance à penser que quand les enfants ne parlent pas, comme ils s'expriment plus ou comme ils utilisent beaucoup des images, des dessins, des gestes, un vocabulaire très réduit et assez malhabile, assez fruste, on a l'impression que ça reflète leur pensée. On a tort. On a tort. Et on a tort de penser que de croire que c'est une pensée concrète. Il y a une pensée abstraite, non verbale. J'ai voulu regarder les petites illustrations que j'ai fait là. Ici, c'est le pont de Millau en construction. Je ne crois pas que ça soit très verbal. Je ne suis pas sûre que les architectes qui aient conçu le pont de Millau l'aient conçu verbalement, vous voyez, je ne sais pas. Mais c'est une pensée très abstraite et très belle. Conclusion, le langage oral, n'oubliez pas son rôle social, très important, relationnel, d'épanouissement, mais c'est aussi un support fondamental d'organisation de la pensée, un support fondamental de la mémoire, et, nous allons enchaîner dans 5 minutes, un support fondamental d'accès à l'écrit.